Le Floch-Prigent explique très bien, en montrant avec ses mains l'écart qu'il peut y avoir entre ce que coûte le pétrole en production pour le sortir de la terre, ce pétrole qui a été fabriqué par des millénaires on va dire, de maturation des algues ou des schistes, etc. Bon, donc ce pétrole, on le sort pour quelques dollars et on le revend des dizaines de dollars. Donc entre les deux, effectivement, il y a des sommes d'argent colossales. C'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que en matière de pétrole, les sommes sont colossales. Et donc, du coup, les présidents africains que la France avait mis en place et que la France a maintenu en place pendant des années, disposaient de sommes colossales. De même que Elf, la société Elf, disposait de sommes très importantes, dont une partie ont été utilisées par les services secrets français, enfin pour toutes les manipulations que la France a pu faire en Afrique. Il y avait de l'argent, il y avait beaucoup d'argent. De l'argent pour corrompre, de l'argent pour monter des coups, il y avait énormément d'argent, et on le voit dans la deuxième partie, de l'argent aussi pour financer la vie politique française. C'est assez extraordinaire que Loïc Le Floch-Prigent le reconnaisse assez tranquillement, mais bon, là, il y a une espèce comme ça de cynisme de la raison d'État, et où effectivement on se rend compte que avec l'argent de Elf, on aide des pays à s'armer pour mener des guerres civiles. Bon, alors c'est le cas du Congo-Brazzaville, c'est le cas de l'Angola, où à un moment donné, Elf, pour défendre ses intérêts pétroliers, prend parti dans un conflit guerrier et finance l'armement d'une des parties. Et donc intervient directement dans une guerre entre deux pays ou dans une guerre au sein d'un pays. Alors, est-ce que c'est le rôle de l'argent, est-ce que c'est le rôle d'une compagnie pétrolière de financer les guerres en Afrique? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la France est en concurrence avec d'autres nations sur le continent africain pour l'acquisition des matières premières. Et bon, les Chinois en particulier, parce que c'est eux dont on parle beaucoup, sont dans une concurrence frontale et brutale avec la France pour signer les concessions pétrolières ou les concessions d'uranium. Donc voilà, il y a maintenant une concurrence très brutale. Je pense que les formes d'intervention des Chinois ou des Brésiliens sont différentes, parce qu'il n'y a pas ce passé, encore une fois, ce vieux passé colonial et francophone. Enfin, c'est quand même des pays qui parlent français, quoi. Donc il y a toute une relation affective, linguistique. La France a fait des belles choses aussi en Afrique, hein. Il faut pas non plus. Il y a quand même eu tout un apport. Il faut pas tout rejeter de ce que la France a fait en Afrique. Bon, mais c'est vrai que les Chinois ou les Brésiliens n'ont pas ce passé-là, donc ça va se passer différemment. Mais voilà, je peux pas en dire plus moi sur cette question-là, quoi. La France-Afrique existe toujours, même si elle est moribonde, mais elle a quand même changé de nature. Elle a changé de nature parce qu'au fil des ans, quand même, les chefs d'État africains ont fini par comprendre qu'ils avaient quand même un pouvoir très important sur la France elle-même, d'autant que les chefs d'État africains comme Bongo, comme Sassou Nguesso, ne se sont pas privés d'aider au financement des partis politiques français, ce qui finissait par leur donner un certain pouvoir sur le personnel politique français. En plus, il y a un autre événement quand même qui a joué dans ce renversement qui s'est produit dans la France-Afrique, c'est que c'est la mondialisation. C'est-à-dire que la France n'est plus toute seule en Afrique. Elle n'a jamais été complètement toute seule. Il y a toujours eu les États-Unis, il y a toujours eu les Anglais. Mais il y a maintenant le Brésil et surtout la Chine. Donc il y a des concurrents. Et des concurrents, je dirais, aussi brutaux que la France, d'une certaine façon, voire plus brutaux. C'est-à-dire que la France n'est plus en position de monopole comme avant pour avoir les marchés pétroliers ou les mines d'uranium. Il y a de la concurrence et les chefs d'État africains savent jouer de cette concurrence. Donc, on n'est plus dans la même situation de suprématie que dans le passé. Et ça, c'est donc le premier événement, le premier élément important. Et deuxièmement, à force, je dirais, au fil des années, de financer la vie politique française, comme ça a été le cas par l'argent du pétrole, les chefs d'État africains ont fini par prendre un pouvoir assez important sur notre propre, sur la vie interne. Donc il y a un exemple, bon, un personnage du film raconte comment un chef d'État africain
On vient même à intervenir sur le choix des ministres d'un gouvernement. Bon, c'est vrai que c'est assez hallucinant, mais apparemment c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que l'influence des chefs d'État africains sur la politique française s'est fait de plus en plus pesant. Et Marion, qui a été le chef des services secrets de Mitterrand pendant 2 ans, emploie le terme de colonisation à l'envers. C'est qu'à un moment donné, on a le sentiment que ce sont les chefs d'État africains qui manipulent la politique intérieure française. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait tellement d'argent en Afrique. Il y a une scène dans le film qui est intéressante quand l'ancien chef des services secrets refuse l'argent que Bongo veut absolument lui mettre dans sa valise. Il faut voir que ce sont des sommes énormes et ce sont des paquets d'argent. C'est-à-dire que Bongo, dans ses coffres-forts, avait de l'argent liquide et il le donnait comme ça, bon, de la main à la main. Il faut comprendre que c'était normal. Que c'était normal pour tout le monde, pour les fonctionnaires, pour beaucoup de journalistes. C'était normal de toucher de l'argent comme ça des chefs d'État africains. Donc c'était normal de faire des affaires, de faire du business. Alors ça pouvait être sous des motivations humanitaires. On créait des petites sociétés pour aider au développement de l'école, de ceci, de cela, etc. Bon, par exemple, il y avait ce qu'on a appelé ça malheureusement j'ai pas pu en parler dans le film, mais il y avait ce qu'on appelle toujours la coopération décentralisée. Ça veut dire que les départements pouvaient aider directement les États africains en montant les opérations de coopération, et le département des Hauts-de-Seine, qui est le territoire de Charles Pasqua, a fait beaucoup dans la coopération décentralisée avec le Gabon en particulier, et on sait que sous ce vocable-là, encore une fois, beaucoup d'argent circulait. Donc, comment vous dire, c'était normal qu'on touche de l'argent de l'Afrique de façon plus ou moins secrète, quoi. Je n'ai pas fait un film sur l'état de l'Afrique, parce que d'autres films ont été faits sur ce sujet. Je n'ai pas donné la parole d'ailleurs à des leaders africains volontairement pour rester vraiment du côté on va dire, des opérateurs français. Mais je le dis quand même en conclusion, c'est clair que tout cet argent ne profite pas aux Africains. Si on prend l'exemple du Gabon, qui est un État très riche de 800-900 000 habitants à peine, ça pourrait être un très riche État pétrolier. Donc il pourrait y avoir un niveau de vie. Quand vous avez à Libreville, Libreville est une ville qui se dégrade, dont les infrastructures se dégradent, le système scolaire se dégrade, le système sanitaire se dégrade. Or ces pays sont très très riches de leur sous-sol. Je dirais que c'est presque leur malédiction. Ils sont tellement riches de leur sous-sol, c'est qu'on a le sentiment que jamais les États occidentaux, enfin les États développés ou en voie de développement qui ont besoin de ces matières premières, jamais on ne les laissera libres. Donc d'une certaine façon, on va continuer, que ce soit les Chinois ou les Brésiliens ou les Américains ou nous, on va continuer à soutenir des chefs d'État africains dont l'objectif n'est pas le développement de leur pays, mais l'enrichissement personnel à partir de leurs matières premières. Donc effectivement, tout cet argent ne profite pas du tout aux Africains. Robert Bourgi, c'est pas Monsieur Afrique, il n'y a plus de Monsieur Afrique en tant que tel. C'est plutôt Claude Guéant qui joue ce rôle-là, quoi, ou le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. Robert Bourgi, justement, il fait partie de ces nouveaux intermédiaires qui ont un rôle encore moins officiel qu'avant. Bon, au moins, Focard avait le rôle, avait le titre de secrétaire général de l'Élysée chargé des relations africaines. Robert Bourgi, il fait partie, comme Patrick Balkany, de ces émissaires qui sont des avocats d'affaires, donc, et qui jouent un rôle d'intermédiaire entre les dirigeants français et les dirigeants africains. Alors, Robert Bourgi, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Je pense qu'il aime bien parler et qu'il aime bien dire qu'il joue un rôle important. Voilà, ce qui l'amène effectivement à raconter des choses assez importantes et parfois surprenantes, effectivement, sur la politique franco-africaine. Et c'est assez drôle, il raconte comment, c'est toujours sur le rôle de Bongo sur la politique africaine. Enfin, quand Bongo vient en France, donc il descend dans un grand hôtel parisien, et c'est vrai que un certain nombre de dirigeants français, politiques et économiques, de droite et de gauche, font antichambre pour être reçus par le président Bongo. Alors effectivement, je donne un peu comme ça à la volée la liste des noms
Et quasiment tout le Gotha parisien va rendre visite au président Bongo quand il est en déplacement à Paris, quoi. Ce qui montre bien l'importance de ce personnage qui est décédé maintenant. Je ne sais pas si son fils aura la même pratique, parce qu'Ali Bongo, il n'y a plus ce lien, quoi, très très fort avec la France, quoi. Il n'y a plus cette espèce de... son père, donc, Omar Bongo, connaissait le découpage électoral français, la politique française sur le bout des doigts. C'était son plaisir même de conseiller les hommes politiques. Donc il y avait une relation très forte comme ça avec la société française. Je pense que le fils Ali Bongo est dans la mondialisation. C'est plus la même relation.